Alors, des news, des rumeurs, des trucs qui servent à rien, c'est les news as, allons-y, c'est parti. Ouais, je sais, c'était une intro incroyable. Bref, on commence le tour de l'actu et on va commencer du côté des cartes mères avec le chipset A620 qui commence à faire parler de lui. Alors, le chipset A620 pour la M5, bon, on l'attendait pas trop en fait, puisqu'on avait déjà le X670 et le B650 en plusieurs variantes. Et c'est vrai qu'au moment de la présentation de la M5, AMD nous avait parlé de cartes mères qui commenceraient à un tarif d'environ 130 balles. On les attend toujours. Et apparemment, eh bien, ce seraient ces cartes mères en A620. Donc on a eu des listings de cartes mères principalement en provenance de chez Gigabyte pour le moment, et on a une série de cartes mères en A620M. Ce qu'il est important de retenir ici pour les cartes mères en A620, eh bien, c'est qu'en fait, au niveau du chipset, c'est du B650 avec des fonctionnalités en moins. Tout du moins, c'est ce qu'on a entendu dire jusqu'ici, donc il faut s'attendre probablement à des lignes PCI Express en moins, peut-être un petit peu moins de fonctionnalités au niveau des ports M2, enfin ce genre de trucs, des ports USB en moins. Dans les grandes lignes, en dehors de ça, ça devrait être juste du B650, un petit peu moins bien. Donc est-ce que ce sera comme le A520 qui était quand même bridé à plusieurs niveaux, principalement du côté de l'overclocking, ou est-ce qu'on aura quelque chose d'ouvert comme sur le B650? Ça va aussi déterminer un petit peu l'intérêt de ces nouvelles cartes mères, puisque si c'est vraiment cheapos au niveau des VRM et compagnie, si c'est vraiment moins qualitatif que le B650, c'est bien d'être moins cher, mais si la qualité n'est pas au rendez-vous, ça aidera pas grand monde non plus. Donc bref, on va garder un œil là-dessus. J'espère vraiment que les cartes mères ici en A620 seront de qualité convenable. Au niveau du tarif, on espère vraiment que ce soit un petit peu plus intéressant que pour le B650, principalement pour les processeurs les moins chers. Pour un 7600X ou un 7700X ou même peut-être le futur 7800X 3D, ça pourrait faire un couple carte mère processeur pas trop cher avec de très bonnes performances, donc ce serait bien qu'au niveau du bridage, ce soit pas vraiment trop élevé, on va dire. Toujours du côté des cartes mères AMD, AM5 avec ASRock qui a développé un kit d'extension pour le B650 qui le transformerait en X670. Alors c'est plutôt rigolo, puisqu'en gros, ce qu'a fait ASRock, c'est qu'ils ont créé une carte PCI Express avec le chipset manquant sur le B650, puisque pour rappel, la grosse différence entre le B650 et le X670, l'approche d'AMD pour les chipsets, pour le X670, c'était de mettre deux chipsets. Sur le B650, c'était un seul chipset, et le A620 que l'on a vu juste avant, ce serait un seul chipset, un petit peu plus castré. Donc bref, ici, on aurait une carte PCI Express avec le chipset qui manque, avec des ports M2 et avec des ports USB en plus, et une carte réseau aussi. Donc, ça rajoutait les fonctionnalités qui manquaient sur les cartes mères B650. Bon, c'est plutôt intéressant. Après, quel prix ça coûte, je sais pas trop. Mais c'est vrai que je trouve que l'idée est intéressante, et c'est vrai qu'ASRock, par le passé, faisait souvent des trucs un petit peu exotiques comme ça. Moi, ça me fait plutôt plaisir de voir qu'il continue de faire ce genre de trucs. Après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ou un gros intérêt? Bon, je dirais que ça dépendra de chacun. On passe maintenant du côté des cartes mères chez Intel, enfin plus du côté des processeurs aussi, avec les Intel Génération 13 non K. Alors je suis en train d'en tester un, j'avais déjà testé le 13400F la semaine dernière. Le 13500 me pose pas mal de problèmes, donc j'attends de voir avec une autre carte mère que j'ai commandée si ça fait toujours la même chose. Mais bon, ça j'y reviendrai pendant mon test, je pense. Mais sinon, de manière générale, les processeurs non K ici, par rapport à la génération précédente, apparemment ceci ne serait pas overclockable du tout, puisque sur la génération précédente, chez Intel, il y avait certaines cartes mères qui permettaient de faire un overclocking des générations 12 non K par le BCLK, et apparemment avec la génération 13, Intel aurait complètement bloqué le truc, donc ce serait plus possible de faire de l'overclocking, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'au niveau de la segmentation chez Intel sur les générations 12 et 13, alors il y a le nombre de gros corps et de petits corps et tout ça où ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais il y a aussi surtout la fréquence qui joue énormément. Par exemple, un 12400F overclocké à la même fréquence ou proche d'un 13600K par exemple, ça nous offre au final des performances assez proches de celui-ci en gaming. Donc bref, Intel sonne encore une fois à la fin de la récré. C'est un petit peu dommage, puisque c'était des processeurs particulièrement intéressants, puis c'était plutôt rigolo de pouvoir faire de l'overclocking un petit peu à l'ancienne. Toujours côté carte mère chez Intel, apparemment les chipsets 700, comme les chipsets 600, certains d'entre eux, auraient des chips réseau buggés. On avait déjà connu ça sur les chipsets 600. Certains ports réseau étaient problématiques, par exemple chez moi, ma carte mère MSI, j'ai été obligé de changer le switch chez moi pour avoir quelque chose qui fonctionnait bien. Sinon, en dehors de ça, ça fonctionnait pas du tout, ce qui était quand même assez problématique. Et bien là, le problème serait toujours là malgré la nouvelle révision du chip réseau de chez Intel.
Donc c'est quand même un petit peu dommage. Alors il y a plusieurs tips à essayer hein, si vous rencontrez le problème. Sur la génération précédente, un truc qui fonctionnait pas mal, c'était de limiter la vitesse de 2.5 Go à 1 gigabit seconde. La plupart du temps ça passait. L'autre truc à faire, c'était aussi sous Windows, de désactiver les trucs d'économie d'énergie sur le réseau, ce genre de trucs. Malheureusement ici, on sait pas ce qui marche encore pour le moment. Après, la dernière solution, c'est d'acheter soit une carte réseau en USB, ça fonctionne pas si mal dans l'ensemble, ou une carte réseau sur le PC Express, ça peut toujours faire le taf, si votre carte mère n'a qu'un seul port Ethernet. Donc bref, c'est quand même un petit peu dommage de voir ce problème revenir sur la nouvelle génération de carte mère. J'espère vraiment qu'il y aura un fixe d'une façon ou d'une autre qui sera produit, que sinon c'est quand même assez problématique. Et on enchaîne avec Crucial qui nous fait des kits de RAM un petit peu étranges en DDR5 puisque ce sont des kits de RAM avec 24 ou 48 Go de RAM, ce qui est relativement intéressant puisque c'est pas des quantités de RAM que l'on a l'habitude de voir. D'habitude c'est vrai qu'on passe de 8, 16, 32, 64... Mais après tout, pourquoi pas du 24 et du 48? Apparemment ici, ça poserait pas de problème. La grande inconnue pour le moment, c'est surtout le tarif, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, au niveau de l'option, un intermédiaire entre les 16 et les 32 Go de RAM, ça pourrait le faire, même 48 Go de RAM. Si on veut avoir un petit peu plus que 32, mais qu'on n'a pas forcément envie ou besoin d'avoir 64 Go, 48 Go, après tout, pourquoi pas. Alors après, de ce que l'on a vu jusqu'ici, ça concerne principalement la gamme entrée de gamme de chez Crucial, donc les kits les moins chers, donc si les tarifs sont cohérents, moi je trouve que c'est une option intéressante. Et on enchaîne avec AMD. Alors la semaine dernière, ça avait fait un petit peu le tour. Il y avait un réparateur sur YouTube, donc c'est ChrisFix, qui avait un petit peu lancé la sonnette d'alarme, comme quoi les RX 6900 et 6800 auraient un souci avec le die qui craquerait au milieu, un petit peu comme on le voit là sur la photo. Et le seul point commun qui avait été trouvé avec ces différentes cartes, il en avait eu plusieurs apparemment, c'était que tous ces utilisateurs utilisaient le dernier driver en date. Du coup, il y avait des suppositions comme quoi le dernier driver pouvait faire craquer les die des GPU, ce qui est un petit peu improbable, mais bref. Donc il avait reçu une série de cartes, quand même pas loin de 50 cartes, qui avaient le même souci, sauf que depuis cette semaine, il s'avère en fait que toutes ces cartes provenaient d'un même utilisateur, et c'était un mineur de crypto-monnaie. Et la grosse particularité de ce mineur de crypto, c'est qu'il utilisait ces cartes dans un endroit très très humide. Donc en gros, le problème avec les RX 6000 ici, c'était pas les drivers, c'était juste une utilisation extrême des cartes qui les a amenés à avoir un problème technique par la suite. Donc bref, c'est vraiment malheureux pour ceux qui ont acheté ces cartes-là. Encore une fois, les mineurs de crypto, quand c'est fait de manière correcte, on va dire que ça pose pas trop de problèmes. Là, dans un endroit hyper humide, le matériel informatique, chaleur plus humidité, c'est pas un mariage vraiment super cool et ça poserait problème avec ces cartes là. Donc bref, encore une fois, beaucoup de bruit pour au final pas grand chose. Bon, je plains ceux qui ont acheté ces cartes là, c'est pas de bol pour eux, mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu tous les problèmes qu'on a eu dernièrement, genre les PS5 qu'il fallait pas mettre à la verticale et tout ça. L'histoire du connecteur qui fond sur les dernières RTX, ce genre de truc. Beaucoup de bruit pour au final pas grand chose. On y reviendra aussi après ça. Donc ça commence un petit peu à me saouler. Alors après c'est vrai, ça fait du clic, ça fait du buzz, machin, mais ça crée aussi beaucoup de panique, alors qu'au final, c'est juste une utilisation extrême ici, pareil avec la PS5. La PS5 s'est vendue à des millions d'exemplaires dans le monde entier, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'utilise à la verticale, et on n'a pas entendu parler d'une hécatombe de PS5 qui tombe en panne, parce qu'elles sont posées à la verticale, enfin bref. Ça saoule un petit peu. Et du coup, on fait la jonction avec cette histoire de câble de chez CableMod qui aurait fondu avec une RTX 4000. Alors, encore une fois, le gros problème, ça se voit sur le câble lui-même, enfin sur le connecteur, je dirais. Quand vous voyez ce genre de truc, et on vous dit que le câble a fondu, c'est qu'encore une fois, le câble était mal enfiché. C'est ce qui se passe la plupart du temps quand il y a un problème avec ces câbles, avec ce connecteur. Le gros problème, c'est que les utilisateurs les connectent mal. Alors, je sais, le connecteur en lui-même devrait être mieux designé pour être plus sécurisant et plus simple à brancher, et il y aurait peut-être moins de problèmes. Après, il n'y en a pas tant que ça, des problèmes non plus, c'est juste qu'à chaque fois, ça fait les gros titres. Mais en réalité, si vous branchez bien votre connecteur, vous ne devriez pas avoir de problème. Et ce qui fait que l'on voit que c'est mal branché, c'est qu'à chaque fois, si vous voyez des connecteurs défectueux, c'est que ça fait un genre de cercle comme ça, tout autour du connecteur, et ça ne fond qu'à l'endroit où c'est mal branché en fait.
c'est ce qui apparaît ici, puisqu'une fois que c'est mal branché, ça crée de la résistance et du coup ça fond, ça chauffe, enfin bref. Encore une fois, hein, c'est pas le câble de Cable Mode qui est en défaut, c'est plus l'utilisateur qui l'avait mal branché. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que Cable Mode s'est engagé à remplacer la carte de l'utilisateur, ce qui est vraiment très bien vu de leur part, et c'est tout à leur honneur, hein, puisqu'en réalité ils n'ont pas vraiment de raison de le faire, hein, puisque c'est pas de leur faute à eux si la personne a mal branché le câble. Donc bref, en parlant de câbles toujours pour ce fameux câble problématique, l'arrivée des câbles coudés qui devrait permettre une intégration un petit peu plus simple dans les boîtiers un petit peu plus petits, puisque le gros souci du connecteur 12 volts actuellement, c'est que par exemple, comme on le voit ici, même si on utilise l'adaptateur, c'est que ça prend pas mal de place puisque les cartes sont très très grosses, et du coup, c'est pas très très pratique. Et avec le connecteur coudé, ça permettrait d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre et qui devrait permettre une intégration un petit peu plus simple dans les boîtiers. Malgré tout, ça n'enlèvera pas le problème qu'il faudra bien le connecter malgré tout, puisque sinon vous aurez exactement les mêmes problèmes comme on l'a vu juste avant. Et c'est vrai que bon, ça fait des poulpes magiques un petit peu différents, mais on retrouve quand même nos 4x8 pins en bout de course si vous n'avez pas les câbles natifs. Donc on a encore une fois Cable Mode qui est sur le coup, mais aussi mode DIY, donc on verra bien les tarifs, mais bon, ça pourrait être intéressant. Côté rumeur, maintenant on enchaîne avec la 4060 Ti qui fait un petit peu parler d'elle. Alors, on a eu la 4070 Ti qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On attend aussi bien évidemment la 4070 tout court qui devrait débarquer probablement avant la 4060 Ti. Bon, peut-être qu'Nvidia fera un tir groupé, j'en sais rien. Mais bon, la rumeur ici, c'est que cette 4060 Ti offrirait les performances similaires à la 3070 à un tarif de moins de 500 balles ou d'environ 500 balles. Ce qui serait ni plus ni moins qu'une stagnation, ici encore une fois, puisque bon, pour rappel, la 3060 Ti sur la génération précédente offrait des performances 10% en dessous de la 3070, ce qui fait que sur la génération précédente, je préférais largement la 3060 Ti, puisqu'au niveau performance-prix, elle était largement plus intéressante, et en réalité, la différence entre les deux était vraiment plutôt anecdotique, je trouve. Donc bref, une 4060 Ti 10% plus rapide que la 3060 Ti, mais avec le DLSS 3, ça fait pas spécialement rêver, à part si elle était proposée à 400 balles, là ce serait un petit peu mieux, et encore, ce serait pas non plus absolument délirant. Et c'est vrai que si on se dirige vers ça, ça ferait pas vraiment rêver. Alors, la 4070, ça utiliserait la même puce que la 4070 Ti, avec des unités désactivées. Par contre, on conserverait le même bus mémoire et la même quantité de RAM, donc on serait sur 12 Go. On connaît pas les fréquences, on verra bien ce que ça donne. La 4060 Ti, par contre, on passerait sur le AD106. Et le AD106, c'est une puce beaucoup plus petite. Donc déjà, on perdrait quand même pas mal de cul d'accord, en toute logique. On passerait sur du 8 Go de RAM, sur un bus mémoire 128 bits. Ce qui voudrait dire ici, encore une fois, que la 4060 Ti, en 1080p et en 1440p, peut-être qu'elle offrirait les mêmes performances que la 3070, à peu de choses près. Par contre, en 4K, à mon avis, la 3060 Ti ou la 3070 pourrait très probablement avoir de meilleures performances que les nouvelles cartes, ce qui serait quand même un petit peu dérangeant, je trouve. Enfin, cette 4060 Ti fait pas vraiment rêver. Donc bref, c'est une affaire à suivre, mais ça paraît pas foufou. On continue chez Nvidia avec la 4090 Blower Edition. Alors j'en avais déjà parlé la dernière fois, il me semble, puisque je trouve que c'est plutôt rigolo. Bon, de ce qui a été testé sur ce modèle, sans surprise, ce serait plutôt chaud et ça ferait beaucoup de bruit, puisqu'on a eu des tests qui ont été faits. Alors au niveau température, on va taper les 80 degrés, ce qui au final n'est pas non plus immonde, 80 degrés ça va. Par contre, on voit que c'est un blower au niveau de la vitesse de ventilation, puisque là on est sur du 5000 RPM, ça doit être un sèche-cheveux le truc. Donc, si on pouvait l'avoir en modèle portable, je pense que ça pourrait faire un petit sèche-cheveux dans sa salle de bain tranquille, à base de 4090. Évidemment, ce genre de carte, ça se destine principalement aux serveurs et ce genre de trucs, puisque c'est beaucoup plus compact que nos gros monstres qu'on a sur PC de bureau. Ça se voit ici au niveau de la taille de la carte. C'est apparemment suffisant pour la refroidir, mais on va dire qu'au niveau des nuisances sonores, je pense que personne n'a envie d'avoir ce type de carte chez soi. On retourne du côté processeur chez AMD, alors on avait entendu dire que les Ryzen 7000 X3D sortiraient pour le 14 février, puisque c'était apparu furtivement sur le site d'AMD. Apparemment, ce ne serait pas cette date-là, ce qui est un petit peu dommage bien évidemment, puisque tout le monde sait qu'un Ryzen 7000 X3D c'est un cadeau parfait pour la Saint-Valentin à offrir à votre compagne par exemple, qui je suis sûr serait très très contente de recevoir ce processeur. Bon, il y en a certaines qui seraient sûrement contentes, mais bref.
Du coup, on sait pas trop quand ça arrive, hein, puisqu'on n'a pas eu de vraies dates qui ont été annoncées, et on connaît toujours pas les tarifs non plus. Bon, j'espère que AMD communiquera assez rapidement là-dessus, puisque le mois de février, c'est dans pas très longtemps, et il y a moins de jours que dans les autres mois, donc bon, il serait temps de se bouger un petit peu. On enchaîne côté gaming avec Plague Tale Requiem, qui a eu un patch qui rajoute le ray tracing des ombres. Alors apparemment, l'impact sur les performances serait pas énorme, mais c'est vrai que le jeu est déjà hyper lourd de base. Et au niveau rendu, bon, j'ai pas testé moi-même, mais bon, les ray tracing des ombres, hein, c'est sympathique. Bon, comme on le voit ici, hein, ça a pas l'air d'être absolument incroyable. Autre truc qui a fait pas mal parler la semaine dernière, les specs pour Forspoken sur PC qui sont sortis. Et c'est vrai qu'au niveau des specs qui ont été annoncés, ça peut paraître très lourd, puisque les specs minimales qui ont été annoncés par l'éditeur, donc ce serait un Ryzen 5 1600 ou un Core i7 3770, avec une 5500 XT ou une 1066 Go, ce qui est plutôt cohérent, hein, les deux cartes sont à peu près au même niveau de performance, 16 Go de RAM pour du 720p 30 fps. Alors, c'est vrai qu'avec ces cartes-là, avec ces GPU-là, normalement, on tourne autour du 1080p 30 fps pour les AAA dernièrement, donc que ce soit du 720p ici, ça paraît quand même plutôt hardcore. Après, on verra bien ce que ça donne en pratique. La configuration recommandée, c'est un Ryzen 3600 ou un i7 8700K, ça paraît plutôt cohérent aussi. Une 6700 XT ou une 3070, ce qui est plutôt cohérent là aussi, puisque c'est plus ou moins la même chose. 24 Go de RAM, bon, c'est un petit peu exotique. 1440p 30 fps visé, ça paraît quand même très lourd hein, pour une 6700 XT ou une 3070. Après, est-ce que c'est avec toutes les options d'activer, avec du ray tracing et du machin? On sait pas trop, donc c'est vrai que ça fait énormément parler. Il y en a beaucoup qui se disent c'est opti avec le cul, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais bon, je pense qu'il faut surtout attendre de voir ce que ça va donner en pratique, puisque bon, les configurations recommandées par les éditeurs, hein, la plupart du temps, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ce serait pas surprenant qu'ici, encore une fois, ce soit n'importe quoi aussi. Et la configuration recommandée pour du 4K Ultra, un 5800X ou un i7 12700, une 6800 XT ou une 4080. Alors c'est vrai qu'au niveau des deux cartes, ça n'a rien à voir au niveau des performances, mais bon, après tout, pourquoi pas. 32 Go de RAM pour du 4K 60 fps. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi la ligne disque dur SSD, puisque Forspoken, ça va être intéressant, puisque c'est le premier jeu à tirer parti du Direct Storage. Donc on aura peut-être l'occasion de voir comment se comporte cette technologie avec différents types de SSD ou de disque dur. Et sinon, c'est un jeu qui est sponsorisé AMD, donc c'est pas vraiment surprenant non plus, apparemment, hein, ce serait mieux opti pour les cartes d'AMD que d'NVIDIA. Après on verra bien comment ça évoluera, au fil des drivers aussi. Donc bref, moi ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il ne faut pas s'affoler hein, quand on voit des specs comme ça débarquer. Votre 3070 ou votre 6700 XT ne va pas être dépassé du jour au lendemain. Ça devrait encore faire largement le taf en 1440p, même à 60 fps sur ce jeu-là, je pense, puisqu'on n'a aucune information sur le niveau de détail qui est utilisé, dans quelles conditions, enfin bref. On va attendre de voir les tests de performance sur le jeu avant de dire quoi que ce soit. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que les specs recommandés, en réalité, hein, un Ryzen 3600, une 6700 XT, c'est ni plus ni moins que les specs d'une PS5 par exemple. Ça paraît pas trop surprenant que ce soit les specs recommandés sur PC également, pour du 1440p 30 fps, puisque bien évidemment sur console, on tourne très souvent avec du 1440p upscalé en 4K derrière. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait un petit tour pour l'actu pour cette semaine. Bon comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse bonbons de YouTube. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!